À mes patients dont le corps n'a rien oublié et qui m'ont tout appris. Prologue. Face au traumatisme. Il n'est guère besoin d'être soldat, ni de visiter un camp de réfugiés au Congo ou en Syrie pour être confronté au traumatisme. Tout un chacun est concerné, ses amis, sa famille, ses voisins. Une recherche menée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CCPM, a montré qu'un Américain sur 5 avait été sexuellement agressé dans son enfance, 1 sur 4 battu par un parent au point d'en garder la cicatrice, et 1/3 des couples se livrent à la violence physique. Aux États-Unis, 1/4 des adultes a grandi avec des proches alcooliques et 1 sur 8 a vu sa mère battue. L'espèce humaine est extrêmement résiliente. Depuis des temps immémoriaux, les hommes ont mené des guerres sans merci, surmonté d'innombrables catastrophes, des violences et des trahisons intimes. Mais que ce soit à grande échelle, sur l'histoire et sur la culture, ou dans les familles où de sombres secrets se transmettent à travers les générations, les expériences traumatiques laissent bel et bien des traces. Elles marquent aussi les émotions et les esprits, l'aptitude à l'amour et à la joie, et même l'organisme et le système immunitaire. Le traumatisme affecte ceux qui en souffrent directement, mais aussi leurs proches. Les crises de rage et l'absence émotionnelle des soldats revenus des combats peuvent effrayer leur famille. Les épouses des traumatisés sont souvent déprimées, et les enfants de mères dépressives risquent de manquer de confiance en eux et d'être anxieux. L'exposition très jeune à la violence familiale vient souvent entraver ultérieurement l'établissement de relations stables et de confiance. Le traumatisme est par définition insupportable. La plupart des combattants, des victimes de viols et des enfants qui ont été agressés sexuellement sont si bouleversés quand ils pensent à ce qu'ils ont subi qu'ils tentent de chasser cette expérience de leur esprit, de faire comme si de rien n'était et de passer à autre chose. Il faut énormément d'énergie pour continuer à vivre en gardant le souvenir de la terreur, avec la honte d'avoir été si faible et vulnérable. L'homme a beau vouloir dépasser le traumatisme, la zone cérébrale chargée d'assurer sa survie, profondément enfouie sous l'air rationnel du cerveau, n'est pas très douée pour le déni. Longtemps après la fin d'une expérience traumatisante, le moindre signe de danger peut la réactiver, mobiliser des circuits cérébraux perturbés et provoquer une sécrétion importante d'hormones de stress. Cela engendre des émotions pénibles, d'où des sensations très vives et des impulsions agressives. Ces réactions post-traumatiques semblent incompréhensibles et irrépressibles. Incapables de se contrôler, les rescapés d'un traumatisme craignent souvent d'être profondément atteints et incurables. Je me suis senti attiré par la médecine pour la première fois à 14 ans pendant un camp d'été. Mon cousin Michael m'avait tenu éveillé toute la nuit en m'expliquant les subtilités du fonctionnement des reins, comment ils sécrètent les déchets corporels, puis réabsorbent les substances chimiques qui maintiennent l'équilibre de l'organisme. Sa description des rouages miraculeux du corps humain m'avait fasciné. Plus tard, à chaque étape de ma formation médicale, que ce soit en chirurgie, en cardiologie ou en pédiatrie, il m'est apparu évident que la guérison passait par la compréhension du fonctionnement de l'organisme. Mais au début de mon stage en psychiatrie, j'ai été frappé par le contraste entre la complexité incroyable de notre esprit, de nos modes de communication et d'attachement, et le peu de connaissances des psychiatres quant à la cause des problèmes qu'ils avaient à traiter. Et une question m'a taraudé. En saurons-nous un jour autant sur le cerveau, sur l'esprit et l'amour, que sur les autres mécanismes du corps humain? Nous en sommes à l'évidence bien loin. Mais la naissance de 3 nouvelles branches de la science a fait exploser le savoir sur les effets du traumatisme psychologique, des mauvais traitements et de l'abandon. Ces disciplines récentes sont les neurosciences, qui étudient la manière dont le cerveau traite les processus mentaux, la psychopathologie du développement, qui étudie l'impact des mauvaises expériences sur le développement de l'esprit et du cerveau, et la neurobiologie interpersonnelle, qui étudie l'influence du comportement sur les émotions, la biologie et les attitudes de l'entourage. Les recherches dans ces jeunes disciplines ont révélé que le traumatisme crée de réels changements physiologiques, parmi lesquels
un recalibrage du système d'alerte du cerveau, une augmentation de la sécrétion d'hormones du stress et des variations dans la structure qui filtrent les informations, retenant celles qui sont pertinentes. Nous savons aujourd'hui que le traumatisme affecte l'aire cérébrale qui donne la sensation physique d'être en vie. Ces dégradations expliquent pourquoi les traumatisés deviennent hyper vigilants à la menace, au lieu de s'impliquer totalement dans leur vie quotidienne. Elles nous aident aussi à comprendre pourquoi ils se heurtent sans cesse aux mêmes problèmes et ont tant de mal à tirer des leçons de l'expérience. Il est maintenant établi que leurs comportements ne sont pas le fruit de défaillances morales, ni des signes de manque de volonté ou de mauvais caractère, mais sont causés par de vraies altérations cérébrales. Un tel accroissement des connaissances sur les processus en arrière-plan du traumatisme a aussi permis de trouver de nouveaux moyens d'apaiser le mal, ou même de le soulager complètement. Grâce à la découverte de la plasticité naturelle du cerveau, nous pouvons mettre au point des méthodes qui aident les patients à se sentir pleinement vivants dans le présent et à avancer. En gros, 3 types de traitements s'offrent à eux. La thérapie de haut en bas, qui consiste à parler, à s'ouvrir à nouveau aux autres et à s'autoriser à comprendre ce qui se passe en soi tout en travaillant sur les souvenirs du traumatisme. La prise de médicaments qui bloquent les réactions d'alerte inadéquates ou modifient par d'autres moyens la façon dont le cerveau organise l'information. Et l'approche de bas en haut qui revient à permettre au corps d'avoir des expériences qui contrarient viscéralement l'impuissance, la rage ou l'effondrement liés au traumatisme. Quelle est la méthode qui convient le mieux à un patient est une question empirique. La plupart de ceux que j'ai suivis en associent plusieurs. Cela a été l'œuvre de ma vie. J'ai été épaulé dans cette tâche par mes étudiants et mes collègues du Trauma Center que j'ai fondé il y a 30 ans. Ensemble, nous avons soigné des milliers de traumatisés, enfants et adultes, des victimes de maltraitance infantile, de catastrophes naturelles, de guerres, d'accidents et de trafic humain, et d'agressions commises par des inconnus ou des proches. Nous discutons de manière approfondie de tous nos patients lors de nos réunions hebdomadaires où nous suivons de près la manière dont ils réagissent aux différents traitements. Nous avons toujours eu pour mission première de soigner les enfants et les adultes qui viennent nous demander une aide thérapeutique. Mais nous avons aussi, dès le départ, entamé des recherches quant aux effets du stress traumatique sur différentes populations, afin de définir les traitements adaptés à chacune. Nous avons été aidés dans ce travail par des subventions de l'Institut américain de santé mentale, du Centre américain de médecine parallèle et alternative, des centres de contrôle des maladies et de bon nombre de fondations privées, ce qui nous a permis d'étudier l'efficacité de multiples traitements qui vont des médicaments au neurofeedback, en passant par la psychothérapie, le yoga, le MDR et le théâtre. Le défi est le suivant. Peut-on apprendre à surmonter les séquelles d'un traumatisme pour reprendre la barre de son navire intime et comment? La compréhension, la parole et les rapports humains peuvent aider, et les médicaments arrivent à freiner l'hyperactivité des systèmes d'alerte. Mais nous verrons aussi que l'on peut transformer les empreintes du passé via des expériences physiques qui contrecarrent directement la rage, l'impuissance et l'effondrement causés par le traumatisme, ce qui permet de retrouver la maîtrise de soi. Je n'ai pas de préférence quant au mode de traitement, car aucune approche n'est bonne pour tout le monde et je pratique l'ensemble des thérapies abordées dans ce livre. Chacune est susceptible d'amener des changements profonds selon la nature du problème et le caractère du patient. J'ai écrit ce livre à la fois comme un guide et comme une invitation à affronter la réalité du traumatisme, à explorer les meilleures façons de le traiter. Mais aussi pour qu'au plan de la société, on s'engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour le prévenir. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort de cadeaux sympas. Première partie. La redécouverte du traumatisme. Chapitre 1. Ce que m'ont appris les vétérans du Vietnam. Chapitre 1. Ce que m'ont appris les vétérans du Vietnam.
Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui à l'âge de 12 ans par un jour glacial et nuageux de 1975. La scène date d'il y a longtemps, mais c'est une erreur d'affirmer que l'on peut enterrer le passé. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que je n'ai cessé de fixer cette ruelle déserte depuis 26 ans. Khaled Hosseini, les cerfs-volants de Kaboul. Certains ont une vie qui semble couler comme un récit. La mienne avance par à-coups. Tel est l'effet du traumatisme. Il interrompt l'intrigue. Il vous tombe dessus, puis la vie continue. Rien ne vous y prépare. Jessica Stern, Denial, A Memoir of Terror. Le lendemain du 4 juillet 1978, j'ai pris mes fonctions de psychiatre à la clinique des vétérans de Boston. 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. Après la guerre du Vietnam, face au grand nombre de vétérans, le gouvernement Reagan a été amené à créer un ministère des anciens combattants qui coiffe des centaines de centres médicaux. J'étais en train d'accrocher une copie de mon Bruegel préféré, La parabole des aveugles, dans mon nouveau bureau, quand j'ai entendu un brouhaha à l'accueil au bout du couloir. Un instant plus tard, un malabar échevelé a fait irruption dans la pièce, un numéro de Soldier of Fortune sous le bras. Mensuel publiant des reportages de guerre destinés notamment à des mercenaires. Il était complètement ivre et si agité que je me suis demandé comment j'allais pouvoir l'aider. Je l'ai invité à s'asseoir pour me dire ce qu'il attendait de moi. C'était un avocat prénommé Tom. 10 ans auparavant, il avait fait son service militaire au Vietnam, dans le corps des Marines. Quand je l'ai rencontré, il avait fui sa famille pour passer le week-end de la fête nationale terré dans son cabinet, au centre de Boston, à se saouler en regardant de vieilles photos. L'expérience lui avait appris que les pétards, les feux d'artifice, la chaleur et le pique-nique dans le jardin de sa sœur, avec, en toile de fond, l'épais feuillage de l'été, toute chose qui lui rappelait le Vietnam, le rendait fou. Quand il était à cran, il avait peur de rester en famille, parce qu'il se conduisait comme un monstre avec sa femme et ses 2 fils. Le bruit de ses enfants l'exaspérait tellement qu'il sortait de la maison en courant pour éviter de les frapper. Il n'arrivait à se calmer un peu qu'en se noyant dans l'alcool ou en roulant à tombeau ouvert sur sa Harley-Davidson. La nuit ne lui apportait aucun soulagement. Il était réveillé par des cauchemars à répétition, où il se retrouvait dans une rizière, pris dans une embuscade lors de laquelle tous les membres de sa section avaient été tués ou blessés. Il avait aussi des flashbacks terrifiants où il voyait des cadavres d'enfants vietnamiens. Ces cauchemars étaient si horribles qu'il craignait de s'endormir et souvent, il veillait en buvant presque toute la nuit. Le matin, sa femme le trouvait assommé sur le canapé du salon et elle se déplaçait sur la pointe des pieds pour préparer le petit déjeuner avant d'emmener leur fils à l'école. En m'éclairant sur son passé, Tom m'a raconté qu'il était sorti du lycée en 1965, major de sa promotion. Conformément à la coutume familiale, il s'était aussitôt engagé dans le corps des Marines. Son père avait servi sous les ordres de Patton pendant la Seconde Guerre mondiale et Tom n'avait jamais contesté son désir de le voir perpétuer la tradition. Intelligent, athlétique et doué d'une âme de chef, il se sentait fort et capable de mener des hommes au combat à la fin de ses classes, membre d'une brigade prête à tout. Arrivé au Vietnam, il était rapidement devenu chef de section, responsable de 8 autres Marines. Survivre en se frayant un passage dans la boue sous le feu des mitrailleuses peut rendre les hommes très fiers d'eux et de leurs camarades. Au terme de son service, Tom avait quitté l'armée avec les honneurs, ne demandant qu'à oublier le Vietnam, et, en apparence, il avait réussi. Entré à l'université grâce au GI Bill, loi américaine finançant les études des soldats démobilisés, il avait étudié le droit, puis épousé son amoureuse du lycée, qui lui avait donné 2 fils. Il s'inquiétait de sa difficulté à éprouver une réelle affection pour elle, même si ses lettres lui avaient permis de tenir dans la folie de la jungle. Il feignait d'avoir une vie normale, dans l'espoir qu'en la simulant, il redeviendrait comme avant. Il avait maintenant un cabinet d'avocats prospère et une famille parfaite. Mais il se rendait compte que cela n'allait pas. Il se sentait mort à l'intérieur.
Bien que Tom ait été le premier vétéran que j'ai connu dans ma carrière, de nombreux aspects de son histoire m'étaient familiers. J'ai grandi en Hollande après la guerre, où je jouais dans les ruines de maisons bombardées, et mon père avait affiché si ouvertement son opposition aux nazis qu'il avait été expédié en camp d'internement. Il ne parlait jamais de son expérience de la guerre, mais il était sujet à des crises de rage qui me sidéraient lorsque j'étais petit. Comment l'homme que j'entendais descendre posément l'escalier chaque matin pour prier et lire la Bible, quand les autres dormaient encore, pouvait-il avoir un caractère aussi terrifiant? Comment quelqu'un qui consacrait sa vie à la justice sociale pouvait-il être habité d'une telle colère? J'observais la même attitude déroutante chez mon oncle, qui avait été capturé par les Japonais dans les Indes néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie, et envoyé comme esclave en Birmanie pour travailler à la construction du pont de la rivière Kwai. Lui aussi parlait rarement de la guerre, lui aussi était pris de crises de rage incontrôlables. En écoutant le récit de Tom, je me suis demandé si mon oncle et mon père avaient eu des cauchemars et des flashbacks, s'ils s'étaient sentis, comme lui, coupés de leurs proches et incapables de trouver un réel plaisir dans la vie. Quelque part au fond de mon esprit, je devais aussi avoir des souvenirs de ma mère effrayée et souvent effrayante. Elle-même, dans son enfance, avait subi un traumatisme qui était parfois discrètement évoqué et, je le crois maintenant, fréquemment ravivé. Elle s'évanouissait de manière troublante quand je lui demandais de me parler de sa jeunesse. Puis, elle me reprochait de l'avoir autant bouleversée. Rassuré par l'intérêt que je lui manifestais, Tom s'est calmé pour me dire combien il était désemparé. Il craignait de devenir comme son père, qui était toujours en colère, et parlait rarement à ses enfants, sauf pour leur dire qu'il n'arrivait pas à la cheville de ses camarades qui avaient péri en 1944 dans la bataille des Ardennes. Vers la fin de la séance, j'ai agi comme la plupart des thérapeutes. Je me suis concentré sur la partie de son histoire que je croyais comprendre, ses cauchemars. Pendant mes études de médecine, en travaillant dans un laboratoire du sommeil, j'avais observé les cycles sommeil-rêve et rédigé quelques articles sur les cauchemars. J'avais aussi participé aux premières recherches sur les effets bénéfiques des psychotropes qui commençaient tout juste à être utilisés dans les années 1970. Ainsi, même si je ne mesurais pas vraiment l'étendue des problèmes de Tom, j'avais une certaine connaissance des cauchemars. Et, ardemment convaincu que la chimie pouvait améliorer la vie, je lui ai prescrit un médicament considéré comme efficace pour les atténuer et réduire leur fréquence. Je lui ai fixé rendez-vous pour une visite de contrôle 2 semaines plus tard. Le jour dit, je me suis empressé de m'enquérir de l'effet du produit. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas touché. En tâchant de cacher mon irritation, je lui ai demandé pourquoi. Je me suis rendu compte, m'a-t-il dit, que si je le prenais et que mes cauchemars disparaissaient, j'allais abandonner mes copains, et ils seraient morts en vain. J'ai besoin d'être une mémoire vivante pour mes amis qui sont tombés au Vietnam. J'étais abasourdi. La loyauté de Tom envers les morts l'empêchait de vivre sa vie exactement comme son père avant lui. Ce qu'ils avaient traversé sur le champ de bataille avait rendu le reste de leur existence négligeable. Que s'était-il produit et que pouvait-on y faire? J'ai senti ce matin-là que j'allais sans doute consacrer le reste de ma carrière à tenter d'éclaircir les mystères du traumatisme. Comment les expériences terrifiantes peuvent-elles amener des hommes à rester désespérément bloqués dans le passé? Que se passe-t-il dans leur esprit et dans leur cerveau qui les enferme dans un espace qu'ils cherchent à fuir à tout prix? Pourquoi la guerre de Tom n'avait-elle pas pris fin en 1969 quand ses parents l'avaient embrassé à l'aéroport de Boston à son retour du Vietnam? Son besoin de perpétuer toute sa vie le souvenir de ses camarades m'a appris qu'il souffrait d'un mal bien plus complexe que des cauchemars chroniques, une altération des circuits cérébraux de la peur ou un déséquilibre de la chimie du cerveau. Avant l'embuscade dans la rizière, Tom était un ami fidèle et loyal, un homme qui aimait la vie, avec de nombreux centres d'intérêt. En l'espace d'un instant de terreur, le traumatisme avait tout changé. En travaillant à la clinique des anciens combattants, j'ai connu beaucoup d'hommes qui réagissaient de la même manière. Ils explosaient de rage à la moindre frustration. La cloison de l'entrée de la clinique était grêlée d'impacts de leurs coups de poing, et le service de sécurité devait constamment protéger les réceptionnistes.
Leur comportement nous faisait peur, bien sûr, mais j'étais aussi intrigué. À la maison, ma femme et moi avions les mêmes problèmes avec nos tout-petits, qui piquaient régulièrement des crises quand on leur disait de manger leurs épinards ou de mettre des chaussettes. Alors, pourquoi étais-je parfaitement serein face à la conduite immature de mes enfants, mais profondément troublé par celle des anciens combattants, sans parler de leur carrure qui les rendait beaucoup plus dangereux que mes bambins? Parce que j'étais certain que mes enfants, s'ils étaient bien entourés, apprendraient progressivement à accepter les frustrations, mais que je doutais de pouvoir aider mes patients à retrouver le contrôle et la régulation d'eux qu'ils avaient perdus à la guerre. Malheureusement, rien dans mes études de psychiatrie ne m'avait préparé à résoudre les problèmes de Tom et des autres vétérans. Je suis passé à la bibliothèque pour chercher des livres sur les névroses de guerre, l'obusite, l'épuisement dû au combat, ou tout autre diagnostic propre à m'éclairer sur mes patients. À ma grande surprise, la clinique des anciens combattants ne possédait aucun texte sur ces troubles. 5 ans après le retour du Vietnam des fils de l'oncle Sam, la question du traumatisme de guerre n'était toujours pas à l'ordre du jour. J'ai fini par découvrir Les névroses traumatiques de guerre d'Abraham Gardiner, à la bibliothèque Cantwell de la faculté de médecine de Harvard, psychiatre et psychanalyste américain qui a contribué au développement de la psychanalyse aux États-Unis. Dans ce livre publié en 1941, en prévision de l'afflux de soldats voués à être traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, Gardiner décrivait ses observations sur les vétérans de 14-18. J'ai plus tard découvert que beaucoup de textes sur le traumatisme de guerre ont été publiés autour de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais comme Abraham Gardiner l'écrivait en 1947, le sujet des troubles névrotiques liés à la guerre a été soumis ces 25 dernières années à la grande inconstance de l'intérêt du public et aux caprices du monde psychiatrique. Ni le public, ni les psychiatres n'ont conservé l'intérêt majeur qu'ils lui portaient après la Première Guerre mondiale. Ces affections ne font donc pas l'objet d'une étude continue. Ce psychiatre rapportait les mêmes phénomènes que ceux que j'avais sous les yeux. Après la Grande Guerre, ses patients, envahis par un sentiment d'inanité, s'étaient montrés détachés et renfermés, même si auparavant ils étaient bien adaptés. Ce qu'il appelait les névroses traumatiques a été rebaptisé depuis syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT. Gardiner disait que ceux qui en souffraient étaient sans cesse sur le qui-vive, hypersensibles à la menace. Une phrase lapidaire m'a particulièrement intéressé. Le noyau de la névrose est une physionévrose. En d'autres termes, l'état de stress post-traumatique n'est pas entièrement dans la tête comme certains le croyaient, mais a une cause physiologique. Gardiner avait même compris que ces symptômes trouvent leur origine dans la réaction du corps entier au traumatisme. La description qu'il en donnait confirmait mes propres observations, ce qui était rassurant, mais il disait assez peu comment aider les vétérans. Le manque de publications sur ce point était un handicap, mais notre formidable professeur, Elvin Semrad, nous avait appris à être sceptiques à l'égard des livres. Nous n'avons qu'un seul manuel, disait-il, nos patients. Nous ne devons nous fier qu'à ce qu'ils nous apprennent et à notre expérience personnelle. Cela paraît très simple, mais alors même qu'il prenait la valeur instructive de la connaissance de soi, il nous mettait en garde contre ses limites. Car les hommes sont experts dans l'art de prendre leurs désirs pour des réalités et de se masquer la vérité. Je me rappelle l'avoir entendu dire « Les plus grandes sources de nos souffrances sont les mensonges que nous nous racontons ». À la clinique des anciens combattants, j'ai bientôt découvert à quel point il peut être éprouvant d'affronter la réalité, et cela autant pour mes patients que pour moi. Nous ne voulons pas vraiment savoir ce que les soldats endurent au combat. Nous ne voulons pas vraiment savoir combien d'enfants sont maltraités dans notre société, ni combien de couples, près d'un tiers, sombrent un jour dans la violence. Nous préférons penser que la famille est un havre protecteur dans un monde sans cœur et que notre pays est peuplé de gens éclairés et civilisés. Nous nous plaisons à croire que la cruauté n'existe que dans des contrées lointaines, comme le Darfour ou le Congo. Il est déjà difficile pour les observateurs d'assister à ces souffrances. Faut-il donc s'étonner que les traumatisés eux-mêmes ne puissent supporter de les évoquer et qu'ils aient souvent recours à la drogue, à l'alcool et à l'automutilation pour les refouler? Dans ma quête pour comprendre comment des expériences accablantes brisent des gens et découvrir comment leur permettre de redevenir pleinement vivants,
ce sont Tom et les autres vétérans qui ont été mes premiers professeurs. Le traumatisme et la perte de soi. J'ai commencé ma première étude à la clinique des anciens combattants en demandant systématiquement aux patients ce qui leur était arrivé au Vietnam. Je voulais savoir ce qui les avait fait basculer, pourquoi certains s'étaient effondrés alors que d'autres avaient réussi à surmonter cette épreuve. Les hommes que j'ai interrogés étaient presque tous partis à la guerre avec le sentiment d'être bien préparés, rapprochés par les rigueurs de l'entraînement militaire et leur égalité face au danger. Ils échangeaient des photos de leur famille et de leurs copines, supportaient les défauts des uns et des autres, et étaient prêts à risquer leur vie pour leurs amis. La plupart confiaient leurs profonds secrets à un frère d'armes, et certains partageaient même chemises et chaussettes. Beaucoup nouaient des amitiés telles que celle de Tom avec Alex. Tom avait rencontré celui-ci, d'origine italienne et vivant dans le Massachusetts, à son premier jour de campagne, et aussitôt ils étaient devenus grands amis. Ils roulaient dans la même Jeep, écoutaient la même musique, lisaient les lettres que l'autre recevait du pays. Ils se saoulaient ensemble et draguaient les mêmes entraîneuses vietnamiennes. Au bout de 3 mois de campagne, alors que Tom avait mené son escouade patrouiller dans une rizière juste avant le coucher du soleil, une pluie de balles avait fusé de la jungle, frappant un à un les hommes autour de lui. En quelques secondes, il avait vu horrifié chacun des membres de sa section s'écrouler, morts ou blessés. Il ne pourrait jamais sauter de la tête l'image de la nuque d'Alex gisant face contre terre. Il pleurait à cette évocation. C'était le seul vrai ami que j'avais jamais eu. La nuit, il continuait à entendre les cris de ces hommes et à voir leurs corps tomber dans l'eau de la rizière. Tous les sons, toutes les odeurs ou les images qui lui rappelaient l'embuscade, comme les pétards du 4 juillet, le plongeaient dans le même état de paralysie, de terreur et de rage que le jour où un hélicoptère l'avait évacué des lieux du drame. Son souvenir de ce qu'il avait fait ensuite était peut-être encore pire que ces flashbacks récurrents de l'attaque surprise. Je n'ai pas eu de mal à imaginer comment la rage déclenchée par la mort d'Alex avait provoqué cette calamité. Paralysé par la honte, Tom a mis des mois pour arriver à me la raconter. Depuis la nuit des temps, il est connu que les combattants, comme Achille dans l'Iliade d'Homère, réagissent à la mort de leurs camarades par des actes de vengeance innommables. Le lendemain de l'embuscade, pris d'une frénésie meurtrière, Tom a foncé dans un village voisin, où il a tué des enfants et un fermier innocent et violé une Vietnamienne. Après quoi, il lui est devenu totalement impossible d'affronter le retour au pays. Comment peut-on retrouver sa fiancée et lui dire qu'on a violé une femme comme elle, ou regarder son fils faire ses premiers pas en se rappelant l'enfant qu'on a assassiné? Tom vivait la mort de son ami comme si une partie de lui-même avait été à jamais détruite. La partie bonne, honorable et digne de confiance. Le traumatisme qui résulte d'un acte que l'on a subi ou commis rend presque toujours difficile de s'engager dans des relations intimes. Après avoir connu une horreur aussi indicible, comment réapprendre à se fier à soi-même et à autrui? Inversement, comment s'abandonner à une relation d'amour une fois qu'on a subi un viol? Tom a continué à venir fidèlement à nos rendez-vous, car j'étais devenu pour lui un lien vital, le père qu'il n'avait jamais eu, un Alex ayant survécu à l'embuscade. Il faut énormément de confiance et de courage pour se laisser aller aux souvenirs. Une des choses les plus dures pour les traumatisés est de se confronter à la honte de ce qu'ils ont fait lors d'un épisode traumatique, que cette honte soit objectivement infondée, chez l'enfant qui tente de calmer son bourreau, ou justifiée, celle des auteurs d'atrocités. Sarah Halley, qui occupait le bureau voisin du mien à la clinique des anciens combattants, a écrit l'un des premiers articles sur ce point. Quand le patient rapporte des atrocités, qui a beaucoup contribué à la création du diagnostic du SSPT. Elle y aborde la difficulté quasi insurmontable d'évoquer et d'entendre raconter les actes abominables que les soldats commettent souvent en temps de guerre. Il est déjà assez terrible d'affronter la souffrance infligée par autrui. Mais dans leur fort intérieur, bien des traumatisés sont encore plus hantés par la honte de ce qu'ils ont fait ou non pendant les conflits. Ils se méprisent d'avoir été aussi terrifiés, dépendants, furieux ou excités.
J'ai rencontré plus tard un phénomène semblable chez les enfants victimes de sévices sexuels. La plupart ont affreusement honte des actes qu'ils ont dû accomplir pour survivre et maintenir un lien avec la personne qui a abusé d'eux. C'est particulièrement vrai si leur agresseur était, comme souvent, un proche, une personne dont ils dépendaient. Ils en viennent à ne plus trop savoir s'ils ont été consentants ou victimes, donc à confondre l'amour et la terreur, le plaisir et la douleur. Nous reviendrons sur ce dilemme tout au long de ce livre. L'engourdissement intérieur. Le pire des symptômes de Tom était sans doute son engourdissement émotionnel. Il voulait désespérément aimer sa famille, mais n'arrivait simplement pas à éprouver de sentiments profonds pour sa femme et ses enfants. Il se sentait distant de tous, comme si son cœur était glacé et qu'il vivait derrière un mur de verre. Il se sentait ainsi coupé de lui-même. Il ne pouvait rien ressentir d'autre que sa honte et ses crises de rage, et se reconnaissait à peine dans le miroir quand il se rasait. Quand il s'entendait plaider au tribunal, il s'observait à distance de lui-même et se demandait comment ce type qui, par ailleurs, lui ressemblait et parlait comme lui, pouvait présenter des arguments aussi pertinents. Lorsqu'il gagnait un procès, il feignait d'être content. Et s'il perdait, c'était comme s'il avait vu l'échec venir et s'y était résigné d'avance. Il avait beau être un avocat brillant, il avait toujours l'impression de flotter dans l'espace, sans but ni motivation. Il n'était soulagé de ce sentiment d'errance que lorsqu'il avait à s'investir totalement dans l'une de ses affaires. Au cours de son traitement, Tom a eu à défendre un truand accusé de meurtre. Pendant tout le procès, il était complètement absorbé par l'élaboration d'une stratégie pour le faire acquitter, et il a passé de nombreuses nuits blanches plongé dans ce dossier qui l'exaltait vraiment. C'était comme à la guerre, disait-il. Il se sentait pleinement vivant et rien d'autre ne comptait. Mais dès cette affaire gagnée, il a perdu son énergie et sa motivation. Les cauchemars ont ressurgi, de même que ses crises de rage, si violemment qu'il a dû s'installer dans un motel pour ne pas s'en prendre à sa femme ou à ses enfants. Mais la solitude elle-même le terrifiait, car dans sa retraite, les démons de la guerre revenaient de plus belle. Aussi essayait-il de s'occuper en travaillant, en buvant et en se droguant, pour éviter de les affronter. Par exemple, il feuilletait constamment Soldier of Fortune, en caressant le fantasme de devenir mercenaire dans l'une des nombreuses guerres qui faisaient alors rage en Afrique. Ce printemps-là, en fourchant sa Harley, il a remonté à toute allure l'autoroute de Kancamagus, dans le New Hampshire. Les vibrations, la vitesse et le danger de cette virée l'ont aidé à se reprendre au point qu'il a pu quitter son motel et aller retrouver sa famille. La réorganisation de la perception. Une autre étude que j'ai faite à la clinique des vétérans était au départ d'une recherche sur les cauchemars, mais s'est transformée en une exploration de la manière dont le traumatisme modifie les perceptions et l'imagination. Bill, un ancien médecin qui avait assisté à de violents combats au Vietnam, a été le premier à y participer. Après sa démobilisation, il s'était engagé dans un séminaire de théologie avant d'être affecté à une église congrégationniste de la banlieue de Boston. Il allait très bien jusqu'à la naissance de son premier enfant. Peu après, sa femme avait repris son travail d'infirmière pendant qu'il se consacrait à ses tâches paroissiales tout en s'occupant du nouveau-né. La première fois où il était resté seul avec lui, le bébé s'était mis à pleurer. Et Bill avait soudain été submergé par des images insoutenables d'enfants agonisant au Vietnam. Il avait dû appeler sa femme pour qu'elle vienne prendre la relève, et il était arrivé à la clinique totalement paniqué. Il ne cessait d'entendre des cris de bébé et de voir des visages d'enfants en sang et brûlés. Mes collègues médecins étaient certains qu'il était psychotique, car, d'après les manuels de l'époque, les hallucinations passaient pour des symptômes de schizophrénie paranoïde. D'après les mêmes manuels, l'origine probable du trouble était la monopolisation de l'amour de sa femme par le nouveau-né. En arrivant à l'accueil ce jour-là, j'ai trouvé Bill entouré de médecins affolés qui s'apprêtaient à lui injecter un puissant antipsychotique avant de l'expédier dans une unité fermée. Ils m'ont décrit ses symptômes en me demandant mon avis. J'étais intrigué, car j'avais travaillé dans un service spécialisé dans le traitement des schizophrènes, et ce diagnostic ne me semblait pas très probant. Bill a accepté de me parler, et après avoir entendu son histoire, je leur ai déclaré, paraphrasant à mon insu la pensée de Freud en 1895 sur le traumatisme, «
Je pense que cet homme souffre de réminiscence. J'ai dit à Bill que j'allais essayer de l'aider et lui ai donné des médicaments pour enrayer sa panique. Puis je lui ai parlé de mon étude sur les cauchemars et il a consenti à y prendre part. Les sujets de cette étude étaient entre autres soumis à un test de Rorschach. Contrairement aux évaluations qui reposent sur des réponses à des questions directes, il est pratiquement impossible de simuler lorsqu'on en passe un. Il offre un moyen unique d'observer comment les gens élaborent une image mentale à partir d'un stimulus a priori dénué de signification, une tache d'encre. Les êtres humains étant créateurs de sens par nature, ils ont tendance à se forger une image ou une histoire à partir de ces taches, tout comme couché dans l'herbe, on voit des motifs dans les nuages. Ce qu'ils font de ces taches peut en dire long sur le mode de fonctionnement de leur esprit. Devant la deuxième planche du test, Bill s'est exclamé horrifié. « C'est l'enfant que j'ai vu sauter sur une bombe au Vietnam. Au milieu, on voit la chair carbonisée, les blessures, et le sang gicle partout. » Haletant, le front perlé de sueur, il était aussi paniqué que le jour où il avait débarqué à la clinique. J'avais déjà entendu des vétérans décrire leurs flashbacks, mais c'était la première fois que j'assistais à l'un d'entre eux. Manifestement, Bill voyait les mêmes images, sentait les mêmes odeurs et éprouvait les mêmes sensations physiques que lors de l'épisode initial. 10 ans après avoir tenu dans ses bras un bébé mourant sans pouvoir le sauver, il revivait le traumatisme face à une tache d'encre. Voir Bill envahi par un flashback dans mon cabinet m'a aidé à prendre conscience du supplice que vivaient régulièrement mes patients et de la nécessité cruciale de trouver un soulagement à leurs tourments. L'événement traumatique, si atroce qu'il ait pu être, avait un commencement, un milieu et une fin. Mais je comprenais maintenant que les flashbacks pouvaient être pires encore. On ne sait jamais quand ils frappent, ni quand ils s'arrêteront. J'ai mis des années à leur trouver un traitement efficace, et Bill est l'un des patients qui m'ont le plus appris sur la question. Quand nous avons soumis 21 autres patients au test de Rorschach, ils ont réagi de la même manière. 16 vétérans, à la vue de la deuxième planche, se sont conduits comme s'ils vivaient un traumatisme de guerre. Cette planche, la première qui soit colorée, provoque souvent ce qu'on appelle un choc couleur. Les vétérans l'interprétaient par exemple en disant « Ce sont les intestins de mon copain Jim lorsqu'un obus l'a éventré » ou « C'est le coup de mon ami Danny quand sa tête a été emportée par une balle pendant qu'on déjeunait ». Aucun n'y a vu de moines dansant, de papillons voltants, de motocyclistes ou autre image inhabituelle, parfois pleine d'imagination qu'évoquent la plupart des gens. Si ces 16 vétérans ont été profondément perturbés par ce qu'ils voyaient, les 5 autres ont eu des réactions encore plus alarmantes. Ils avaient simplement l'esprit vide. Il n'y a rien à observer l'un d'eux, juste un peu d'encre. Il avait raison, bien sûr, mais la réaction humaine normale à des stimuli ambigus consiste à recourir à l'imagination pour y voir quelque chose. Le test de Rorschach nous a appris que les traumatisés ont tendance à superposer leur traumatisme à tout ce qui les entoure et des difficultés à déchiffrer tout ce qui se passe dans leur environnement, et ce, sans guère d'exception. Il nous a également montré que le traumatisme affecte l'imagination. Les 5 hommes qui n'avaient rien vu dans les planches du Rorschach avaient perdu leur capacité à laisser vagabonder leur esprit, et les 16 autres aussi, car les associer à des scènes du passé témoignaient d'une absence de souplesse mentale qui est le propre de l'imagination. En fait, ils n'arrêtaient pas de se repasser un vieux film. L'imagination joue un rôle capital dans notre qualité de vie. Elle nous permet de nous évader de la routine quotidienne, en rêvant de voyages, de plats savoureux, d'érotisme, de coups de foudre ou d'avoir le dernier mot. Elle nous permet d'envisager de nouvelles possibilités. Elle nous invite à concrétiser nos envies. Elle stimule la créativité, délivre de l'ennui, soulage la douleur, décuple le plaisir et enrichit les relations les plus intimes. Lorsqu'on est toujours ramené compulsivement au passé, à la dernière fois où on s'est pleinement impliqué en étant profondément ému, on souffre d'une défaillance de l'imagination, d'une perte de souplesse mentale. Sans imagination, il n'y a pas d'espoir, pas de rêve d'un avenir meilleur, pas de but à atteindre, nulle part où aller. Le test de Rorschach nous a appris aussi que les traumatisés voient le monde d'une manière fondamentalement différente des autres. Pour la plupart des gens, un homme qui marche dans la rue est juste un promeneur. Une victime de viol, elle, va peut-être paniquer en pensant qu'il s'apprête à l'agresser.
Une institutrice sévère peut être intimidante pour un enfant quelconque, mais pour celui qui est battu par son beau-père, elle peut représenter un tortionnaire, si bien qu'il va exploser de rage ou se blottir terrifié dans un coin. Le blocage dans le traumatisme. Notre clinique était débordée de vétérans en demande d'aide psychiatrique. Mais du fait d'une grave pénurie de médecins qualifiés, la plupart d'entre eux étaient placés en liste d'attente, alors même qu'ils continuaient à exercer des violences sur eux-mêmes et sur leurs proches. Nous avons commencé à observer une nette augmentation des arrestations de vétérans pour agression et bagarres en état d'ivresse et un taux de suicide alarmant chez eux. J'ai alors été autorisé à mettre en place des groupes pour ceux qui revenaient du Vietnam pour les contenir jusqu'à ce qu'ils puissent entamer une vraie thérapie. À la première séance d'un groupe formé d'anciens Marines, celui qui s'est lancé à prendre la parole a déclaré tout net « Je ne veux pas parler de la guerre ». J'ai répondu qu'il pouvait choisir n'importe quel sujet. Après une demi-heure de silence torturant, un homme s'est enfin mis à parler de son accident d'hélicoptère. À mon grand étonnement, les autres se sont aussitôt animés, évoquant leur expérience traumatique de façon très intense. Ils sont tous revenus les 2 semaines suivantes. Ils trouvaient dans ce groupe un écho et un sens à ce qui, jusque-là, n'avait été que des sensations de terreur et de vide. Ils ressentaient à nouveau cette camaraderie qui avait été si vitale pour eux pendant la guerre. Tenant absolument à m'intégrer à leur nouvelle unité, ils m'ont offert un uniforme de capitaine des Marines pour mon anniversaire. Rétrospectivement, ce geste révélait une partie du problème. On était soit dedans, soit dehors. Soit on appartenait à l'unité, soit on n'était personne. Après un traumatisme, le monde est coupé en deux. Il y a ceux qui savent et il y a les autres. On ne peut pas faire confiance aux gens qui n'ont pas partagé cette expérience, parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Tristement, cela s'étend souvent aux conjoints, aux enfants et aux collègues. J'ai dirigé plus tard un autre groupe de vétérans, mais de l'armée de Patton, dont chacun avait largement dépassé les 70 ans et aurait pu être mon père. Nous nous réunissions le lundi matin à 8 heures. À Boston, les tempêtes hivernales paralysent quelquefois les transports en commun, mais à ma grande surprise, tous les membres du groupe venaient même les jours de blizzard, certains marchant des kilomètres dans la neige jusqu'à la clinique. À Noël, ils m'ont offert une montre de GI, datant de l'armée des années 1940. À l'instar des Marines, ils ne pouvaient m'accepter comme médecin qu'en faisant de moi un des leurs. Si émouvantes qu'aient été ces expériences, les limites de la thérapie de groupe sont apparues clairement quand je les ai poussés à parler des problèmes auxquels ils étaient confrontés dans leur vie quotidienne. Leurs relations avec leurs petits amis, leurs femmes, leurs enfants et leurs familles, leur rapport avec leur patron et leur satisfaction au travail, leur forte consommation d'alcool. De manière caractéristique, ils ont résisté, en se dérobant, en racontant pour la énième fois comment ils avaient poignardé un soldat allemand dans la forêt de Hurtgen, ou comment leur hélicoptère avait été abattu dans la jungle au Vietnam. Qu'ils aient été traumatisés 10 ans ou plus de 40 ans auparavant, mes patients ne pouvaient combler le fossé entre leur expérience de la guerre et leur vie actuelle. Paradoxalement, ce qui leur causait tant de souffrance était la seule chose à avoir du sens. Ils ne se sentaient vraiment vivants que lorsqu'ils revisitaient leur passé traumatique. Le diagnostic de stress post-traumatique. Dans les premiers temps de la clinique, nous posions sur les troubles de nos vétérans toutes sortes de diagnostics. Alcoolisme, toxicomanie, dépression, troubles de l'humeur, voire schizophrénie, en essayant tous les remèdes de nos manuels. Mais malgré nos efforts, nos résultats étaient maigres. Les traitements lourds que nous leur prescrivions les abrutissaient complètement. Quand nous les incitions à évoquer un détail de leur traumatisme, nous déclenchions souvent des flashbacks, au lieu de leur permettre de résoudre le problème. Beaucoup arrêtaient la thérapie, non seulement parce que nous n'arrivions pas à les aider, mais parce que, dans certains cas, nous aggravions les choses. L'année 1980 a marqué un tournant quand un groupe de vétérans du Vietnam, soutenu par les psychanalystes Robert G. Lifton et Chem Chatan, a fait pression sur l'Association psychiatrique américaine pour la création d'un nouveau diagnostic, le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, qui était à peu près commun à tous nos patients. L'identification systématique de ces signes et leur rassemblement sous une même étiquette ont permis de mettre enfin un mot sur la souffrance des gens qui étaient submergés par l'horreur et par l'impuissance.
Une fois le cadre conceptuel du SSPT en place, les conditions étaient réunies pour un changement radical dans notre compréhension des vétérans. Cela a provoqué une explosion de recherches et de tentatives pour trouver des traitements efficaces. Inspiré par les possibilités qu'offrait ce nouveau diagnostic, j'ai proposé à l'administration des anciens combattants une étude sur la biologie des souvenirs traumatiques. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort.